Votre passion, on n'en a rien à foutre. En fait, votre passion, c'est bankable si c'est gagner de l'argent, investir, apprendre aux gens à gagner de l'argent, apprendre aux gens à investir, perdre du poids, être en meilleure santé, niquer, séduire, avoir du respect. Si votre passion, ça parle de ça, il y a un marché, c'est très rapide. Vous arrivez, vous appuyez sur un bouton, vous faites de l'argent. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Ça y est, ça démarre, c'est le moment où Internet commence à trembler. Du coup, les gens qui te connaissent, qui me connaissent un peu, rarement ils nous ont vus ensemble déjà parce que c'est vrai qu'on se connaît peu au final. Ouais. Voilà, ça va partir en punchline. Je pense qu'il y a de fortes probabilités. Comment tu vas? Écoute, je vais bien, hein, il fait beau, je suis loin de la folie européenne, donc du bonheur, quoi. Trop cool. Et j'ai pas la chance d'être dans la cambrousse comme toi où personne vient me faire chier, donc je me suis expatrié. C'est ça. Moi, je suis en plein cœur du truc, mais vu que le truc est un donut, mon truc est je suis dans un trou, le trou ultime. Je pense que si on doit définir un trou, on donne l'adresse de chez moi, ça suffit. Tu vois, j'ai pas de problème de justement les manifs, les trucs, les machins. Je suis loin de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette petite heure là? On doit s'attendre à quoi là? Parce que les gens, je pose jamais cette question-là, mais du coup, quelle est l'intention là? Ils doivent s'attendre à quoi les gens? Bah, je sais pas, mec, hein, c'est toi qui m'invites, je suis sur ta chaîne, je réponds à tes questions. Je vais cadrer un peu mes réponses pour pas que ta chaîne elle se fasse striker et je vais essayer d'articuler quand je parle, sinon les gens ils comprennent rien et d'expliquer les concepts afin de pas être mal compris ou que les gens ne comprennent pas mes intentions. Très bien, moi ça me va. Je te fais confiance, je te fais confiance. Est-ce que déjà avant, alors tu l'as déjà fait 150 fois, mais est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la manière dont tu veux Ok. et de la façon dont tu veux? Bah, je m'appelle Tugan Barra, je travaille sur Internet depuis une dizaine d'années, d'abord dans le Web 2 et aujourd'hui dans une combinaison de Web 2 et de Web 3. Et ça fait 3 ans que j'enseigne le marketing. J'ai enseigné le marketing façon hardcore, ce qui m'a valu des clients qui ont beaucoup de résultats, mais beaucoup de gens qui ont du mal à faire la différence entre du marketing hardcore et des trucs plus douteux. Et donc, ouais, je suis mon lot de haters qui viendront peupler l'espace commentaire, je n'en doute pas. T'as pas commencé par te montrer. Toi au départ, tu as vraiment une activité dans l'ombre, enfin tu as bossé, tu as fait de l'argent et tu es arrivé après, ce qui n'est pas le cas de tous les marketeurs sur Internet. Bah, ce qui est le cas de personne, en fait, parce que la plupart des marketeurs sur Internet, c'est des mecs qui sont devenus marketeurs sur Internet en faisant des formations sur le marketing sur Internet, quoi. Je suis un peu dur, mais une grande partie, on va dire. Ouais, moi, en gros, j'ai vendu des PDF. J'étais dans le business du PDF. En fait, il y avait cette industrie qui existait, qui était l'industrie du scam. Du vrai scam, en fait. C'est, tu vois, tout ce qui est site de streaming, pop-up qui s'ouvre, vidéo qui démarre, etc. Et je me suis toujours dit, putain, mais le marketing, il est super efficace, mais les produits sont à chier. Parce que c'est à chier, tu vois, ce qu'ils vendent. Et je me suis dit, mais en fait, si je mets le même marketing et que derrière, je fais un putain de produit, bah, un, je fais de la thune, deux, mon karma, il reste positif, trois, bah, si le produit est bon, le client restera client. Et c'était le bon pari au bon moment. Et ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dedans, j'ai gagné beaucoup de thunes là-dedans. C'était super intéressant. Et puis après, ouais, j'ai choisi d'aller enseigner le marketing pour sortir ouais, ah, c'est un peu de l'agression ce marketing-là, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, je me rapproche de la trentaine. Enfin, à l'époque, je me rapprochais de la trentaine, donc j'étais en mode, bon, allez, vas-y, je vais faire un truc plus relax et je vais revenir vers de l'enseignement. En fait, il y a très très longtemps, j'avais enseigné l'économie aussi. Donc, en fait, l'enseignement, c'est un peu une constante pour moi, quoi. Et justement, t'es arrivé, bon, t'es arrivé très vite. Je trouve que t'as popé hyper vite sur YouTube, sur les réseaux. Et en fait, t'as choisi un peu la posture justement, une posture différenciante de tout ce qu'il y avait. C'était plutôt bien. Mais à côté de ça, tu revendiques vraiment que le fait que donc, en fait, t'étais là en mode, je fais du marketing de bourrin. Je fais du marketing qui, voilà, j'ai rien à raconter. Enfin, c'est pas un truc que, voilà, je le mets pas sur mon CV, la façon dont je fais du marketing. Mais à côté de ça, tu revendiques le fait que de vendre de la merde, c'est pas rentable. Ouais, ouais, en fait, si tu veux, moi, je suis arrivé, mon positionnement, c'était, je suis le grand méchant sur Internet. Et c'est vrai que ce que les gens savent pas, c'est que pendant 10 ans, c'est moi qui les ai spammés, quoi. Et que pendant 10 ans, quand ils allaient sur, je sais pas quel film, film complet, VOSTR, je sais pas trop quoi, là, enfin, je sais pas, VOSTFR, je sais pas trop quoi, enfin, ou voilà, ou qu'ils allaient sur pas sur MyTF1 pour regarder le replay des anges, qui cochait offre partenaire, bam, tu vois, je les spammais. Donc, ils savaient pas que c'était moi, en fait, les gens. Et du coup, je suis arrivé en mode, en fait, je me suis dit, si j'arrive et j'enseigne le marketing, il va m'arriver la même chose que tout le monde, c'est que tous les débiles et les bacs QI vont me traiter d'escroc. Parce que dès que tu enseignes le marketing en ligne, tu es forcément un escroc, c'est bien connu.
Et donc, je me suis dit, bah, quitte à me prendre ça dans la gueule, autant y arriver frontalement et dire oui, oui, c'est moi le méchant. C'est moi qui détruit ton expérience sur Internet depuis 10 ans. Mais tu sais quoi? Sans des mecs comme moi, Internet, ça n'existerait pas. Il faut bien qu'il y ait un con qui monétise tous les sites, tu vois. C'est tous les sites pourris qui servent à rien, qui sont à moitié éclatés, les blogs pourris, les sites de streaming flingués, etc. Il faut bien monétiser tout ça. Bah, c'est là que les gens comme moi interviennent en fait. Donc en fait, je suis un mal nécessaire. Donc j'ai choisi cette posture un peu dans la provocation, qui a été très efficace, qui a bien marché. Et après, ouais, en fait, sur le côté de faire des bons produits, c'est même pas de la charité chrétienne, c'est du bon sens, quoi. C'est cher d'acquérir un client. C'est cher. C'était cher à l'époque, c'est encore plus cher aujourd'hui, c'est encore plus cher demain. C'est cher d'acquérir un client. Ok, si le client, il ne réachète rien chez toi, bah, c'est compliqué d'avoir un business. Donc en gros, moi, ma philosophie, c'est je veux que le client continue à acheter chez moi. Pour qu'il continue à acheter chez moi, il faut qu'il soit content. Et être content, c'est une politique de refund qui est raisonnable, ou laxiste dans certains cas. C'est du très bon produit. Et c'est un suivi client à peu près correct. Le plus compliqué étant d'avoir un bon suivi client, c'est pas toujours évident. Enfin, c'est le truc le plus compliqué à scaler. Et donc, ouais. Et donc, le client reste client. Et moi, j'ai des mecs qui ont continué à acheter mes PDF pendant 4-5 ans, quoi. Vraiment, quoi. Enfin, ça me surprend aussi, mais les mecs qui font le PDF, il est bien, j'ai appris un truc, je suis content, j'ai acheté le prochain PDF, quoi. Ok. Et du coup, quand tu arrives sur les réseaux, tu as adopté la posture du connard, comme tout le monde pourrait le penser, c'est-à-dire tu arrives avec des choses clés en main, prédigérées, alors qu'on sait très bien que dans la communication, il faut arriver gentiment avec un peu de vaseline pour faire comprendre le début des choses, puis expliquer l'étape moyenne et puis enfin délivrer l'étape finale. Toi, t'es arrivé avec les trucs clés en main, un peu brutal, etc. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Quel est le constat? En fait, la question, c'est quel est le marché qu'on veut adresser? Si je voulais adresser quelqu'un qui n'a jamais fait de business en ligne, qui n'a jamais fait de marketing en ligne, qui voit ça avec méfiance, et qui est un peu tradit et plan-plan, c'est pas le bon marketing. Moi, je vais voir des mecs qui ont essayé de faire de l'affiliation, qui n'ont pas réussi. C'est pas que l'affiliation ça marche pas, c'est juste que ça n'a pas marché pour eux. Qui ont essayé de faire du dropshipping, qui n'ont pas réussi. C'est pas que le drop ça marche pas, c'est que ça n'a pas marché pour eux. Et moi, je suis arrivé en disant, mais en fait, vous savez, les mecs, ce qui compte, c'est pas ce que vous faites, c'est comment vous le faites. C'est faites du drop avec du bon market, vous gagnez du fric. Vous faites de l'affiliation avec du bon market, vous ferez du fric. Vous faites de l'infoprenariat ou des PDF avec du bon marketing, du marketing efficace, vous ferez du fric. Si par contre vous suivez, je dirais, Jean-Kévin, youtubeur, je sais pas trop où là, dans je sais pas quel paradis fiscal au rabais, qui vous fait des visites guidées de ses maisons en location, enfin du week-end, ouais, ce mec-là, il vous apprendra pas grand-chose en fait, quoi. Parce que lui, ce qu'il sait faire, c'est créer un show sur YouTube. Et faire un show sur YouTube, c'est un métier. Ils le font bien, ces gens-là. Il ne faut pas les clasher gratuitement. Mais je dirais, convertir sur du cold, prendre du trafic froid, l'envoyer sur une page, boum, convertir les mecs, c'est pas leur métier. Ils l'ont jamais pratiqué, ils savent pas faire, quoi. Et donc, moi, je vais voir les mecs en disant, écoutez, ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir envoyer des mecs sur une page de vente. C'est prendre des humains, les envoyer sur une page blanche, écrire des trucs sur la page blanche, mettre un gros bouton, le mec clique sur le bouton et vous donne de l'argent. C'est ce que j'enseigne. Et ça marche. Et en fait, tu vois, c'est tout con, mais je suis un des premiers mecs en France à avoir parlé de copywriting. Alors, ça existait un petit peu, c'était un peu un truc de niche. Tu avais quelques, entre guillemets, anciens du marketing qui le faisaient, quoi. Mais en fait, personne n'avait entendu parler de marketing. Aujourd'hui, tu vois, sur Twitter, tous les 2 mètres, tu as un copywriter, quoi. Et ces gens n'avaient jamais vu le copywriting. Les gens ne connaissaient pas. Direct response marketing, ne connaissaient pas. Copywriting, ne connaissaient pas. Et justement, cette posture, alors je le comprends en termes de sélection de ta niche, sélection de ton client type, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que tu as passé des centaines d'heures sur des sujets qui font chier les gens fondamentalement, tant qu'ils ne sont pas mainstream, et donc du coup, quand tu arrives, tu as tellement bossé le sujet que tu arrives et tu n'as pas envie de mettre t'as pas envie d'y aller avec des pincettes. Non. Moi, je suis passionné par mon truc. Je suis trop content de parler de marketing, quoi. Je suis trop content de parler de copywriting. Alors oui, j'ai passé des centaines d'heures là-dedans, mais j'ai passé des centaines d'heures là-dedans à me faire plaisir, quoi. Tu vois, genre, j'ai pas subi le truc, quoi. Donc moi, je suis content, quoi. Non, mais le côté brut. Après, si tu veux, il y a quand même un peu un souci, quoi. C'est putain, le monde, il est dur, d'accord? Tu es au courant, tous ceux qui ont un cerveau sont au courant. Donc si c'est en mode marketing et produits gentils, alors voilà, pendant les 12 prochaines semaines, on va apprendre à drag and drop une image sur ClickFunnels, parce que voilà, et c'est très important de vivre de sa passion et d'avoir un gros mindset de winner. Ces mecs-là, ils arrivent, ils se font démonter la gueule, quoi, parce qu'il y a trop de concurrence, c'est trop compliqué. Les clients potentiels, ils n'ont pas que ça à foutre que d'aller les alimenter. Donc en fait,
Moi, je suis arrivé un peu en mode bourrin, j'ai enseigné des techniques bourrin, j'ai un rapport bourrin avec mes élèves, c'est que quand mes élèves posent des questions complètement connes lors des lives, ils se font claquer la gueule. Quand ils posent des questions, quand ils écrivent dans l'espace commentaire en majuscule, ils se font démonter leur mère. S'ils mettent 3 points d'interrogation à la fin d'une question dans l'espace commentaire lors d'un live, ils se font démonter leur mère, leur père, leur grand-mère, tout le monde. Ils n'ont pas dit bonjour, ils se sont fait démonter. Les Donc ouais, pseudo c'est un peu... imprononçables, ce genre de truc-là, c'est pas ta passion non plus? Le Le pseudo imprononçable, le mec qui a tapé son pseudo comme ça, tu veux le citer dans le chat, c'est imprononçable. Je sais pas si Ouais, c'était ouais, toi ou il se fait Panda éclater. qui avait mis des punchlines Ouais, là-dessus. ouais, enfin, je veux dire, c'est en fait, moi, ce que je disais au mec, et c'était super arrogant, mais j'en ai rien à foutre, c'est suivre mon enseignement est un privilège. Je m'en fous que t'aies payé. Il y a plein de gens qui ont payé, il y a plein de gens qui peuvent payer, j'ai plein de fric, j'en ai rien à foutre. Suivre mon enseignement est un privilège. C'est pas la foire, c'est pas qui coulole, machin, c'est pas un forum pour discuter de la dernière théorie du complot, même si c'est très marrant. C'est un espace de travail où en avant ça marche forcé et c'est marche ou crève. Après, en général, ce que je fais à la fin des lives, c'est je fais un peu des séances de questions-réponses où je réponds à toutes les questions connes. Donc en fait, dans les faits, je réponds comme aux questions connes. Mais j'impose aux gens une discipline, un rythme, parce que sinon, il n'y aura pas de résultat. Sinon, il n'y aura pas de résultat. Enfin, c'est trop compétitif, Internet. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Toutes ces niches là qui ont réussi à, enfin tous ces business qui ont réussi à péter malgré les niches pourries, les niches passion, les machins, les trucs, ça a pété parce qu'on était dans une sorte de 30 glorieuses moderne, tu vois. Je pense que là Ouais. maintenant, tu vois, on revient à la raison et que du coup il y a plus que les trucs vraiment utiles qui fonctionnent. Et pour moi c'est un peu le dîner de con de l'infopreneuriat. C'est-à-dire que les mecs en fait ils viennent te parler de leur passion, tout le monde s'en fout. Et, et en fait c'est des trucs complètement inutiles. Et aujourd'hui on voit les gens crever. Ouais. Toi, t'es touché un peu par ça ou pas trop? Non, les gens chez toi, ils viennent. Quelles sont les niches qui sont vraiment traitées? Alors moi, déjà, sur tout ce qui est dîner de con, j'ai un point de vue très différent. Étant un peu autiste, les gens qui sont passionnés par les boomerangs et qui peuvent parler des boomerangs pendant 2 heures, ça a tendance à me fasciner, si tu veux. Mais vraiment, enfin, ça m'intéresse sincèrement, en fait. Euh, tu vois. Donc, voilà. Moi, en fait, le principe de ce que j'ai enseigné pendant longtemps, c'est votre passion, on n'en a rien à foutre. En fait, votre passion, c'est bankable si c'est gagner de l'argent, investir, apprendre aux gens à gagner de l'argent, apprendre aux gens à investir, perdre du poids, être en meilleure santé, niquer, séduire, avoir du respect. Si votre passion, ça parle de ça, il y a un marché, c'est très rapide. Vous arrivez, vous appuyez sur un bouton, vous faites de l'argent avec un bon marketing. Si votre passion, je dirais, c'est l'élevage de Yorkshire, mais d'une sous-race croisée avec un chihuahua à poil long et je sais pas quelle autre merde, et que c'est ça votre truc, c'est plus chaud. Alors, autant il y a beaucoup de gens bizarres sur Internet, mais il faut en trouver suffisamment pour avoir un produit bankable, pas forcément évident. Donc moi, mon point de vue, c'était les mecs, on va partir du marché, on va regarder qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens achètent, et on va leur donner ça. C'est quand même beaucoup plus simple, non? Plutôt qu'essayer de faire genre roulette et voir si ma passion pour le Yorkshire, c'est bankable, on voit qu'il y a des gens qui achètent plein de produits sur comment investir dans le secteur des technologies aux États-Unis. Ok, mettons qu'on repère qu'il y a une niche, qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de produits, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité pour ce sujet-là. Bah, très bien, on va acheter les produits concurrents, on va analyser les produits concurrents, on va faire un produit compétitif, on va analyser leur marketing, on va comprendre les structures de vente, les machins, etc. Et on va éthiquement et légalement pomper ce qui marche. Éthiquement et légalement, hein, important. Ok. Et en fait, moi, j'ai fait ça et ça a très bien fonctionné. Ça a bien fonctionné pour moi, ça a très bien fonctionné pour mes clients. Là, justement, en 2023, je pense que ma clientèle a dessoudé la France. En fait, les gens que j'ai formés ont dessoudé la France sur toutes ces thématiques-là. Donc, ça marche moins bien. Ça marche toujours, mais c'est pas j'arrive, j'appuie, je mets 1 euro, j'ai gagné 3 euros le soir, quoi. Qu'est-ce qui change du coup dans la réalisation du truc, dans Je l'implémentation? pense que les consommateurs se sont fait déboîter. Tu te rends compte que moi, je shootais 30 millions de mails. Enfin, je shootais, tu vois, je touchais entre du reach large sur des campagnes d'awareness et du spamming. Je touchais 30 millions de Français tous les mois, à ma grande époque. Et en fait, moi, je me suis cloné en 100 à 200 mecs qui ont suivi mes formations, qui ont fait la même chose. Donc, si tu veux, le marché, il a été démonté. Et démonté. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont fait des produits de merde. Ça, c'est pas bien.
Euh, Maintenant, mon pivot, donc ça marche pas bien. Mon pivot ou ma réflexion pour 2023 et les années à venir, c'est que grosso modo, la thune, elle est sur deux extrêmes. Tu as tout ce qui est extrême techno, aller vers du Web3, de la blockchain, de l'IA, du machine learning, et aller bâtir sur des plateformes. Toi, tu bâtis sur la blockchain Ethereum, tu bâtis sur l'API de OpenAI, toi, tu bâtis de la techno, de l'usage, de l'utilité, des expériences, des fonctions sur des plateformes qui sont déjà existées, pour lesquelles finalement la R&D a déjà été faite, si tu veux. Bon. Donc il y a extrême techno. Okay. Et après, de l'autre extrême, il y a l'extrême relation. C'est le business de, tu vois, tu as une relation à un gourou étant un mot qui est neutre dans ma bouche, tu as une influenceuse, un influenceur, une meuf sur OnlyFans, un formateur, peu importe, et tu as cette relation qui peut être, je dirais, unilatérale, si finalement le gars il croit avoir une relation, mais en fait c'est un peu à sens unique, c'est pas grave, ou alors c'est une forme d'échange via un mastermind, par exemple, des choses comme ça. Je sais que toi tu fais un peu ça avec tes affiliés. Et donc tu vois, du coup tu as l'extrême relation et l'extrême techno. Tout ce qui est au milieu, ça va survivre, mais ce sera un peu comme l'agriculture. Tu vois, l'agriculture, on en a tous besoin, on est content que ce soit là, mais pour ceux qui bossent là-dedans, ça fait zéro thune. Et en fait, je pense qu'il y a quasiment tout qui va devenir comme de l'agriculture. Donc, soit tu fais de la techno, soit tu fais de la relation. Et finalement, la techno, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais ce que j'allais dire, là, ça, si tu factores les deux, c'est qu'en fait, il y a quand même une barrière à l'entrée qui est plus complexe que de faire du dropshipping ou de vendre des PDF, j'ai l'impression. l'un comme l'autre a une barrière à l'entrée. Après, tu peux les combiner si tu veux, ouais. Mais tu vois, sur tout ce qui est un peu relation, on va dire techno et intimité. Sur l'intimité, finalement, moi je pense que le meilleur business model aujourd'hui, alors c'est paradoxal avec mon point initial, c'est de devenir un maximaliste de sa personne. Donc c'est pas genre naïvement, j'aime Yorkshire, j'essaie d'en faire un business. C'est de se demander qu'est-ce qui me rend moi unique. Parce que finalement, on peut chacun être en monopole sur sa personne, tu vois. Qu'est-ce qui me rend moi unique? Qu'est-ce qu'il y a de bankable chez moi? Comment je peux accroître ses traits et ses compétences? Comment je peux être en expansion dans ma personne? Alors ça fait très, tu vois, nombriliste. Mais en fait, c'est ce qui restera, quoi. C'est que, tu vois, genre, aujourd'hui, l'IA peut créer une chaîne YouTube, peut créer des vidéos, peut créer des visages, peut créer du texte, peut faire de la post-production, peut uploader le truc et spammer des gens avec. Tu vois, je veux dire. Donc, ce qui va rester, c'est une forme de sincérité, une forme de lien humain. Euh, et donc, du coup, il faut, je pense, beaucoup capitaliser là-dessus. Donc, tu vois, moi, par exemple, je suis un Tugan Maxi. Mon job, en fait, mon entreprise, c'est de me maximiser moi, d'être en meilleure forme, être plus heureux, faire plus de fric, plus de cash flow, en meilleure sécurité, apprendre plus de trucs, connecter avec plus de gens intelligents. Et finalement, c'est l'expansion de ma personne qui est mon business. Et je sais que ça fait très nombriliste. Et j'en ai rien à foutre. Et finalement, mes business sont en fait comme des business units dont le succès est une conséquence naturelle et inévitable. Et l'idée, c'est que mes business, c'est un truc qui aurait pu exister sans moi, sauf que ça aurait fait 2 chiffres. Avec moi, ça fait 20. Et si je repars, ça tombe à 12. Ça tombe pas à 2, tu vois. Et je vois un peu, tu vois, les différents business ou techno ou trucs sur lesquels je suis soit associé ou soit fondateur, comme ça, en fait. Et du coup, je vais avoir 4, 5, 6 petites activités, pas si vite que ça d'ailleurs, qui existent sans moi, en fait. Et moi, j'arrive, ok, je vais débloquer un problème, je vais débloquer de la distrie, je vais trouver un affilié, je vais trouver l'idée qu'il faut, je vais reprendre le marketing, et j'interviens une ou deux fois par semaine par truc pour les faire monter. Justement, je trouve ça intéressant. Donc, ton actif aujourd'hui, c'est toi. Enfin, tu le identifies comme ça. Et tu as été sur plusieurs industries. D'ailleurs, là, tu as précédé ma question sur l'AI et sur OnlyFans, etc. Mais du coup, les industries sur lesquelles tu es allé sur des produits techno, des produits d'information, des produits Ouais. crypto. À un moment, tu as fait un virage pour aller vers la crypto, etc. Et je Euh, suis toujours. Ouais, Ouais. tu es toujours. Du coup, ton actif, est-ce que toi, c'est assez large, tu as aussi ta communauté, etc. Est-ce qu'il y a des endroits où cet actif-là ne suffit pas? Est-ce que tu as déjà rencontré un problème où justement, enfin un business, une idée où justement cet actif-là n'était pas suffisant? C'est jamais nécessaire et suffisant, tu vois. C'est que, enfin, il y a plein d'autres ingrédients qui font que le business existe, ou qu'une business unit elle existe. Pour moi, c'est plus, je vais soit avoir un rôle d'initiation, donc je vais initier, enfin démarrer le mouvement ou le projet, et je vais avoir un rôle d'accélération. C'est que le truc qui marche, il vivote, et je vais me dire, ok, comment on peut être meilleur, comment être plus rapide, ok, c'est quoi l'objectif sur 2 ans, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire en 3 mois? Bon, la réponse c'est non, mais en fait en 5 mois, oui. Euh, et donc en gros, je vais avoir ce rôle-là. Après, ouais, c'est compliqué de savoir si ça suffit ou pas, parce que tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours être plus en croissance. Donc
Est-ce que ça suffit? Bah non. Enfin, si j'avais plus de traction, plus d'intelligence, plus de connexion, plus de réseau, plus d'affiliés, plus d'idées, un meilleur sommeil, bah, peut-être que tu vois, et du coup, j'en reviens à maximiser ma personne, quoi. Mhm. D'ailleurs, et la meilleure manière pour moi d'aider les entreprises ou les business sur lesquels je suis, bah, c'est d'accroître ma personne, tu vois, paradoxalement. Donc, en fait, c'est dans l'intérêt aussi de la business unit, de mon point de vue. Et quand tes business units, tu shiftes complètement d'industrie, de savoir-faire, enfin de livrable, le quoi de cette business unit, est-ce qu'il y a des patterns quand même que tu arrives à répéter pour apprendre très vite une problématique, apprendre très vite les questionnements de l'avatar, etc. Est-ce que tu arrives, t'as un framework pour lancer un truc? Comment toi tu réagis du moins? Bah, je trouve un mec qui l'a fait, je lui demande comment il a fait, je fais la même chose, quoi. Je commence comme ça. Comme ça, j'évite de me taper, tu vois, un an de tâtonnement et de trucs un peu au pif, quoi. Donc, je trouve des gens qui l'ont fait, euh, d'où l'intérêt d'avoir du réseau. Je vais extraire le savoir et je vais appliquer. Et, Assez sereinement, tu vois, hmm. pas de grande innovation là-dessus. Vraiment, je commence toujours par pomper et après, tu vois, j'arrive en mode, bon, j'ai peut-être une idée, quoi. Moi, ce qui m'avait bluffé, c'était ton virage vers les cryptos. Mhm. Alors, il y avait le fait que ça devenait très à la mode, Ouais. mais je me suis toujours posé la question, au moment où on en a parlé, c'était un de nos premiers calls, je crois, je te trouvais déjà avec un niveau d'expertise très haut. Alors, pas sur les trucs relous, t'es pas développeur, donc pas sur les Ouais. trucs très pointus, etc. Mais tu avais compris comment fonctionnait le truc et le 20-80 du truc qui te permettait de faire de l'oseille avec. Je me dis, avant d'arriver à ce niveau-là, tu passes par quelles étapes, toi, d'adoption d'un nouveau truc comme ça? Bah, moi, si tu veux, quand je suis allé vers la crypto, enfin, quand j'ai fait cette, on va dire, cette diversification, cette allocation vers la crypto, j'entends la crypto en tant que marketeur, hein, pas en tant que spéculateur ou en tant qu'investisseur. Ce que je fais aussi sur mon temps libre. Mais bon, là, on parle de marketing et de business. Bah, en fait, j'ai des potes qui ont lancé des tokens, j'ai regardé comment ils ont fait. J'ai lancé un token, j'ai appliqué ce qu'ils m'ont dit, ça marchait, ça n'a pas marché. Et assez rapidement, j'ai compris des trucs. Bon, au moment où on s'est parlé, j'avais compris beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'avais pas encore compris. Et là, je dirais avec du recul, en ayant vécu, si tu veux, le bear market, avec tout qui s'effondre, tout qui se prend du moins 90% dans la tête. Parce que si tu veux, le projet legit, pas legit, c'est moins 90% dans la tête. Si tu veux, même des grosses blockchains genre Avalanche, moins 90%, Solana, moins 90%, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même des trucs sérieux. Bon, Bitcoin, ça va encore, mais. Et tu vois, ça, typiquement, moi, j'avais mal. Je connaissais pas l'expérience d'un bear market d'un point de vue founder, et surtout l'expérience de la crise, tu vois, au mode tout est en chute libre. Tu fais ce que tu veux, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, tout le marché va à la cave, et tu peux pas faire grand chose pour freiner ça. Après, l'autre truc sur lequel moi j'ai pas été, je pense, assez bon, j'ai été prudent, mais j'ai pas été assez bon, c'est par excès d'optimisme, j'ai pas forcément assez mis en garde les gens quand je travaille sur des projets crypto. Alors attention, j'ai toujours fait du disclaimer. Si c'est expérimental, j'ai toujours dit que c'était expérimental. Je suis pas teubé, j'ai quand même fait un peu de droit, tu vois. Pour mes cours d'études, j'ai fait un semestre de droit, donc je suis pas complètement débile. Mais j'aurais dû être peut-être encore plus insistant. Les mecs, mettez 100 euros, quoi. Mettez pas plus de 100 euros. Parce que même si tu leur dis, il faut faire gaffe, t'as un mec qui va mettre 5000 balles, il fait x10, il est trop content, il vend pas, il perd 99%. Bon, tu vois. Est-ce que c'est ta faute, est-ce que c'est pas de ta faute? Est-ce que tu as du. Bon, tu vois, enfin, à la fin de la journée, dans les faits, les gens prennent leurs responsabilités, mais en tant que marketeur, surtout dans le Web3, tu as un impératif de transparence aigu, un impératif finalement de tout faire, enfin, de vraiment tout mettre en place pour que les gens aient les infos, comprennent les risques, comprennent pourquoi le projet pourrait foirer, toutes les raisons pour lesquelles ça peut foirer. C'est des choses sur lesquelles j'ai été, on va dire, méticuleux d'un point de vue légal. Mm. C'est qu'en fait, voilà, j'ai mis les disclaimers, j'ai fait les remarques à l'écrit, à l'oral, etc. Mais j'ai pas assez martelé ça dans le cerveau du mec. Je comprends 100% de ton point de vue et c'est très cool de le dire, mais moi je challenge ça parce que je pense que tu peux le mettre comme tu veux, ça changera rien. Les mecs, c'est des bourrins qui sont animés par qui ne sont animés que par le gain. C'est mort d'avance. Tu peux lui mettre ce que tu veux, tu peux lui envoyer un courrier, tu peux le raconter Ouais, sa ouais, daronne, c'est mort. ouais, c'est même en lui faisant cocher des checkbox pour C'est dire, mort. mec, t'as 9 chances sur 10 de tout perdre. Mm. Bon, mais le mec, ouais, ouais, bah, ça fait partie un peu enfin, de la folie de la crypto. Euh, et, euh, et c'est à la fois une feature et un bug, tu vois, dans le Mm. concept. Mais, euh, mais ouais, c'est passionnant. Et du coup, je travaille toujours là-dedans, mais par contre, maintenant, je travaille sur des technos et des plateformes, euh, soit comme marketeur, soit comme advisor. Et c'est en mode, c'est des trucs sur des roadmaps sur plusieurs années. On build, on n'est pas en mode, ok, c'est l'euphorie, on fait un truc, et le lendemain, qu'est-ce qu'on raconte Ouais, bien pour sûr. maintenir l'euphorie, quoi. C'est en mode, Mm. on n'en a rien à foutre de l'euphorie ou du pessimisme.
Nous, on est là pour bâtir. On a une roadmap. On suit la roadmap. On ship, on écoute les feedbacks, évidemment. Mais voilà, on build comme ça et on donne voilà, le temps de bien faire les choses, quoi. Et justement, là, le bear en ce moment, alors on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Il y a de fortes probabilités que ça termine un jour quand même. Comment tu vois la reprise? Comment ça va se passer? On va se retrouver avec des projets complètement débiles? Ou alors, au contraire, il y a des gens qui ont capitalisé, comme tu es en train de faire maintenant, sur des trucs plutôt intelligents et on va se retrouver sur une industrie plus mature? Bah, c'est comme tout, quoi. On aura des trucs intelligents et des trucs débiles. Tu vois, la bulle 2017, c'était des ICO débiles. Donc, en gros, c'était, hey, mec, j'ai une idée, je fais une landing page, je lève des dizaines de millions. Puis après, bah, je fais un truc, mais bon, en fait, tout le monde s'en fout, ou je le fais pas, et puis tout le monde s'en fout aussi. Bref, c'était un peu ça. À l'époque, je travaillais pas, j'étais pas là. Là, on a eu la bulle de tout ce qui est, on va dire, euh, les, euh, les tokens sur les exchanges décentralisés, les PancakeSwap, les Uniswap. En gros, n'importe qui en 3 clics crée un token, le met là-dessus, n'importe qui peut acheter et vendre, etc. de manière complètement décentralisée. Donc, on a eu ce délire-là, et on a eu le délire des NFT. Et finalement, bah, on n'a pas eu de délire de ICO. On a eu quelques ICO un peu connes, mais on n'a pas eu genre des centaines d'ICO tout plus débiles les unes que d'autres, qui lèvent des dizaines de millions, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc là, on a eu l'équivalent en NFT et en token. Et finalement, tu vois, il y a quelques NFT qui sortent de ce bazar et qui seront vraiment bah, des références pour le futur, genre Bored Ape, des trucs comme ça. Un truc comme il y a eu des bonnes ICO. Tu vois, il y a eu, je sais pas, tu prends l'ICO de Chili's, par exemple, lors de la dernière bulle, c'est un truc pour tout ce qui est un peu club de sport, les fans, etc. Bah, c'était une ICO complètement spéculative et délirante. Le cours s'est effondré la gueule derrière et il est resté à plat pendant 2 ans, mais il a fait moins 99%, je sais pas combien. Il est resté plat en mode mort quoi, pendant 2 ans. Après, il a fait des milliers de pourcents de hausse lors de cette bulle-là, puis il a un peu retombé, mais voilà, le produit est là, etc. Et pendant ce temps-là, ils ont créé le produit. Donc, si tu veux, là, on a les mecs, on a les SEO, on a des tokens et les NFT. Il y a plein de mecs qui buildent des choses là-dessus. Il y a certains projets qui resteront, qui viendront des plateformes, des technologies ou des références. Le reste, ça mourra. En fait, voilà, c'est un peu la sélection naturelle, quoi. Et, pour que tu aies une idée, hein, mais rien que sur la BSC, au pic de la bulle, il y avait limite un token toutes les 2 minutes qui était créé. Hmm. Tu vois, donc le gros ne va pas survivre, quoi. Enfin, de manière évidente, quoi. Et la prochaine fois, tu vois, on aura du sérieux et il y aura une nouvelle connerie. Il y aura une nouvelle catégorie d'idées Faut faire confiance aux gens. qui sera peut-être pas encore régulée, je sais pas. Hmm. Et du coup, en fait, tout le monde dira, peut-être que d'ici là, les NFT, ça sera un peu calmé, ça sera un peu régulé, que les tokens sur la finance centralisée, ça sera un peu régulé, où les gens auront pris en maturité. Mais c'est sûr qu'il y aura un nouveau délire où les gens pourront faire x1000 sur leur argent en 2 jours, avec 99% de chance de tout perdre, quoi. Et toi qui as une valeur liberté, je crois, assez forte, je crois que Mhm. voilà, personne n'en doute, tu es pour quand même réguler le truc. T'es pas anarchique non plus, quoi, je veux dire. En fait, moi, j'ai quand même foi dans les gens. Et je crois qu'on fait tous des conneries en tant qu'humains, mais qu'on a la capacité en tant qu'humain d'apprendre de nos conneries. Moi, typiquement, j'ai acheté des tokens à la con, parce qu'il y a machin qui en parlait, parce qu'il y a tel influenceur qui en a parlé, ou je savais qu'on m'avait dit que tel influenceur en parlait, hop, je mets 1000 balles dessus, boum, les mecs, ils vident la poule, ils partent avec la caisse, quoi. Si tu veux, bah ok, je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, bah maintenant, j'investis que dans des projets où les gars, ils ont une techno, ils ont une team, si possible, je peux parler avec un type là-bas. Voilà, j'ai appris, les gens apprennent, tu vois. Donc en fait, le problème de la réglementation, c'est que ça maintient les gens irresponsables. Le problème de la réglementation, c'est que ça prive les gens de l'accès aux opportunités. Tu vois, pourquoi, je dirais, tu vois, toutes les startups, toutes les belles startups de la Silicon Valley, bah, les particuliers ne peuvent pas investir dedans. Ils ne peuvent pas. Les particuliers, ils vont investir en tout dernier lors de l'introduction en bourse, et quand le particulier investit, tous les insiders et les fonds de private equity et les VC leur dumpent à la gueule et leur baissent leur race. Ouais. C'est les derniers Donc du en monde. fait, la régulation par exemple, dans la finance traditionnelle, ça a empêché les particuliers d'avoir accès aux belles opportunités. Mais par contre, ça va créer une autoroute pour les insiders et les institutionnels pour dérouiller du particulier. C'est le particulier, ouais, Uber arrive en bourse, ouais, trop bien, achète du Uber, bam, tout le monde vend, là, moins 70%, tu vois. Et alors que si le particulier, on l'avait laissé investir dans Uber au début, bah, il aurait investi dans plein de trucs à la con, plein de trucs qui auraient fail, 10% de scam, au bas mot, peut-être même plus, ça qui est, bon, quand il n'y a pas de réglementation, c'est quand même rapidement le bordel. Il aurait appris à être un meilleur investisseur. Dans le lot, il aurait pu choper un Uber et se payer 3 étages dans un immeuble juste sur son investissement dans Uber. Voire un immeuble entier pour certains. Euh, et ça, ils n'ont pas accès à ça. Donc en fait, le problème de la réglementation, c'est que j'ai l'impression qu'en fait,
sous le prétexte de protéger les petites gens, bah, on les protège pas du tout, mais on les prive des opportunités et on maintient les opportunités pour une élite. Bon. Après, moi, j'ai aussi un peu le sentiment que dès que l'État fait un truc ou qu'il essaie de faire quelque chose, en dehors des fonctions élémentaires régaliennes, police, justice, armée, éventuellement sécurité sociale, en dehors de ça, tout ce que l'État entreprend atteint l'objectif inverse, quoi. Je trouve, tu vois. Enfin, je te donne un exemple à la con. Ouais, je veux bien. J'ai l'immobilier dans une grande capitale d'Europe de l'Est, enfin d'Europe centrale. Et je ne sais pas si c'est la mairie, je crois que c'est le gouvernement, ils ont eu une initiative, ils font bon, c'est vrai que notre ville elle est un peu dégueulasse par rapport à d'autres villes plus jolies, quoi, d'Europe de l'Est. Donc, on va grosso modo, de temps en temps, l'État, il va tirer au sort des immeubles. Et c'est l'État qui va repayer le ravalement de façade. Peinture, machin, etc. Qui font tout comme ça. Les gens, ils le font d'eux-mêmes. Ça avance pas assez rapidement. Bah, l'État, il se fait, je sais pas, 10 immeubles dans le centre-ville par an. Et comme ça, au bout de 10 ans, bah, on sera réglé plus rapidement. Bah, la conséquence, c'est quoi, à ton avis? Ouais, les tirages doivent être pipés. J'imagine qu'il y Alors, a un minimum les ça. tirages sont peu pipés, mais surtout, tout le monde attend. Est-ce que toi, tu vas sortir 104 de ta Ah oui, poche t'as pour raison. taper la Bah oui, bien façade? sûr. Et ouais, bien Bah sûr. non, tu vois. Et au final, plus personne ne tape Ne sa ramasse façade. les façades, ouais. Voilà. Et tu vois, les mecs, ils partent d'une idée où on se dit, ouais, vas-y, pourquoi pas, pour arriver exactement à l'inverse. Et au milieu, tu as quand même de fortes suspicions de corruption, de machin, de renvoi d'ascenseur et d'arrangements un peu, tu vois, voilà, occultes, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où la réglementation, elle va venir parce que l'État aime réglementer. Mais j'espère qu'ils arriveront à imposer un cadre qui sera quand même propice à l'innovation et qui sera bénéfique, entre guillemets, aux particuliers. Parce que finalement, une société saine, c'est une société où un pauvre peut devenir riche. C'est un riche qui reste riche, on s'en fout. Un pauvre qui reste pauvre, c'est un peu la nature des choses. Mais il faut qu'un riche puisse devenir pauvre et qu'un pauvre puisse devenir riche. Sinon, la société, elle n'est pas faire. Mm. C'est un peu ça la définition de la justice sociale, quoi. Quand tu n'es pas gauchiste et que tu as C'est compris vrai. l'économie, quoi. Euh, et, on va voir, on va voir. Je pense que ça viendra des États-Unis. Bon, l'Europe, ils vont faire que des conneries parce qu'ils font que des conneries. Mais ça, à la limite, si tu veux, l'Europe qui se tire une rafale de Kalachnikov dans le pied, c'est un peu une tradition, quoi. Mhm. Donc là-dessus, il n'y a pas de grande surprise. Tout ce qui est loi Mika et tout, ça s'appelle cul par terre de bêtises. Les mecs sont complètement illettrés. Après, on verra du coup des États-Unis. Les États-Unis, il y a beaucoup de bêtises et beaucoup d'intelligence en même temps. Et en général, ça aboutit à des trucs assez pragmatiques. Mine de rien. Et après, il y a beaucoup de lobbying. Je pense qu'ils sont rancuniers, les Américains. C'est-à-dire que là, bon, il s'est passé une dinguerie avec FTX, machin, etc. Alors, Ouais. c'est un de leurs citoyens, machin. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas envie que ça arrive une deuxième fois pour pas passer pour les cons de l'histoire. En France, on aurait Mais fait. attends, mais FTX était régulé. En plus, c'est vrai. Ouais, et Bah, puis en plus, FTX. était sponsor. Non, Et FTX était sponsor du Parti démocrate. non, mais c'est même pas ça. Tu vois, les grandes faillites crypto, c'était que des trucs régulés. Genre, Celsius Network qui perd tout l'argent des gens. Mais tu as l'équivalent d'un DeFi qui s'appelle AAVE. AAVE, ils n'ont pas fait faillite. Crise, pas crise, bulle, crise, ce que tu veux, machin, bear market. AAV, ça tourne. Pas de faillite. Les faillites retentissantes, c'est des trucs centralisés de l'ancienne économie et régulés par l'ancienne économie. Alors, régulés imparfaitement. Parce que oui, comme il y a des catégories de trucs, alors est-ce que c'est une security, est-ce que c'est une utilities, est-ce que c'est à la SEC de faire ça, est-ce que c'est, je sais pas, qui d'autre. Bon bref, tu vois, il y a un peu aussi des questions de quelle administration est en charge de la régulation de ce truc-là. Ok. Et il y a des gens qui ont profité de cette zone grise pour faire de la grosse merde, genre Celsius par exemple, quoi. Où il semblerait, hein, je n'ai pas accès au dossier, quoi. Mais tu vois, FTX, Celsius, c'était des trucs régulés, en partie installés aux États-Unis. Pour moi, c'est une faillite de la régulation. C'est qu'avec zéro régulation, il serait arrivé au même truc. Hein. Avec la régulation, je sais pas, tu vois. Non, mais très, très, très cool et merci pour ton analyse. Je partage. Alors, je suis beaucoup moins expert que toi là-dessus, mais je partage à 100%. T'as récemment refondu ton branding. Ta chaîne, elle s'appelle plus pareil. Je crois que ton site non plus. C'est quoi cette idée derrière justement, tout à l'heure, tu parlais de l'asset principal qui était justement toi, tes propres compétences et enfin, toi, t'es ton meilleur asset. Et Ouais, donc, du coup, comment tu vois le truc? le rebranding, c'est qu'avant, ça s'appelait marketingunderground.biz. Question compliance, c'était pas fou.
clairement, quoi. Tu vas voir la banque, tu ouvres un compte, c'est quoi, site marketing underground, les mecs, ils font. Tu vois. Euh, donc j'ai appelé ça tugenbara.com et tugenbara, puis enfin, toi, je cherche pas midi à 14h, quoi. J'essaie par contre d'aller vers un contenu un peu plus grand public. C'est qu'avant, j'en avais rien à foutre des réseaux sociaux. J'étais en mode, rien à foutre, quoi. Maintenant, j'essaie d'être plus méthodique, un peu plus stratégique, créer du contenu, essayer de trouver c'est quoi le format de contenu qui me plaît, dans lequel je suis bon, dans lequel j'apporte de la valeur. Et sur YouTube, ce sera l'homélie du Père Tougan, super série de vidéos, j'apprends de la vie aux gens. Sur Twitter, c'est plus du shitposting, ça marche bien. Et pas mal de threads un peu longs où je développe des concepts. TikTok, ils m'ont dégagé. Instagram, j'ai pas trop les codes, donc je fais ça encore un peu à la zeub. Donc je pense que le mois prochain, j'irai un peu prendre quelques formations, trouver des gens qui sont bons en Instagram et processer le truc pour monter. Et ouais, puis faire croître ça, ouais, tranquillement, quoi. Justement, j'ai listé quelques concepts, quelques principes que Mhm. tu donnes et certains que moi que j'ai un peu déduits et du coup j'aimerais te challenger avec toi si t'es Vas-y, ok. Euh, écoute. déjà avant, il y a ton framework des 4 L que je trouve absolument génial. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu Ok. le concept? Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon plus gros regret professionnel, c'est d'avoir fait des trucs compliqués et intelligents. J'ai perdu un temps fou, une énergie folle, et j'ai fait des millions de chiffres, même plus que des millions de chiffres, et très peu de profit. Parce que c'était absorbé dans des structures compliquées, des humains, des machins, des tunnels de vente, des retargeting, des séquences email, des canaux d'acquisition, bref. J'ai fait, on a, tu vois, on pouvait faire des journées à, je sais pas, 40 000 balles ou plus, quoi. Et, à la fin du mois, il pouvait rester 50 000, même pas, tu vois. C'est arrivé, ça. C'est vraiment arrivé. Et donc, mon plus gros Moi, ça regret, m'est arrivé à c'est... moi aussi, hein. Ça m'est arrivé à moi aussi. Ouais, c'est... Sur, voilà. C'est un passage obligé, je crois, en fait. Enfin, quand t'es bon, c'est un passage obligé. Enfin, quand t'es bon, mais pas assez, c'est un passage obligé. Puis après, tu deviens assez bon et tu passes à l'étape suivante. Bon, t'as des mecs qui sont malins qui vont directement à l'étape suivante. Bon, bah, on n'est pas assez malin, apparemment. Ou pas du premier coup. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, moi, ça m'a vraiment, enfin, j'étais toujours en colère, toujours énervé, il y avait toujours un bug. J'avais du staff qui arrivait à mettre un upsell avant un bon de commande. Si, c'est arrivé. D'envoyer ça par email, personne qui check, tout le monde qui est payé 6 000 euros par mois. Bref, tu vois. Tu vois la gueule du truc, quoi. Et donc, maintenant, tout ce que je fais doit être passé au filtre du 4L. L pour low, L-O-W en anglais, qui veut dire peu ou bas. Donc, low tech, très peu de tech. Low human, très peu d'humain. Low cost, très peu de cost. Low complexity, peu de complexité. Dès que c'est compliqué, je dis non. Dès qu'il faut plein d'humains, je dis non. Dès que c'est cher, je dis non. Dès qu'il faut brancher 5 outils différents pour faire un truc de fou, je dis non. Je prends un truc ultra simple. Parce qu'en fait, les trucs simples, ils sont rapides à faire. Or, la rapidité, c'est la clé pour faire de la thune. Tu es rapide, tu vas sur le marché, tu as des feedbacks du marché, les gens achètent, achètent pas, tu as des supports, enfin, tu as des réponses clients, des feedbacks clients, tu améliores le produit, tu améliores le texte de vente, boum, 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 tu avances. Je dirais la simplicité permet la rapidité permet d'itérer, l'itération fait que tu es bon, fait que tu fais des chiffres. Donc en fait, d'où l'importance d'être très simple, très simplifié à mort. Le fait d'avoir peu d'humains, bah, ça minimise les coûts, peu de tech, ça minimise les bugs, low complexity, ça minimise la confusion. Donc en fait, tu avances très rapidement. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai presque, je crois peut-être que j'ai encore un funnel, j'ai peut-être un truc où j'ai encore un upsell, mais honnêtement, je me fais même plus chier avec des upsells. Je fais pas de retargeting, j'ai pas de séquence email optimisée, j'envoie un mail par jour, j'en ai rien à foutre si le mec il est arrivé hier ou s'il est arrivé il y a 2 ans, ce sera le même mail pour tout le monde, zéro optimisation de ce côté-là. Euh, alors oui, si je faisais de l'optimisation, je pourrais gagner 10, 20, 30% de conversion, de chiffres, etc. Oui, mais la simplicité, c'est ce qui vient de faire du 10x, du 100x, enfin du x10, x100. Et aussi d'avoir un temps libre phénoménal que tu peux allouer à des sujets qui peuvent réellement scaler. Toi, tu crées ta plateforme, ton écosystème. Moi, je bosse dans du Web3, par exemple. Et ça, c'est rendu possible par la simplicité. Donc, ouais, les 4 L, super important. Dès qu'on dévie de ça, red flag, alarme, quoi. Et c'est très simple, c'est très facile, c'est très simple Ouais, de complexifier. ouais. C'est très complexe de simplifier. Hmm. Retenez ça, les enfants. C'est important. Et très rapidement, on se laisse embarquer. Ah, je rajoute une idée, je rajoute un business, je rajoute un produit, je rajoute une séquence email, je rajoute un machin. Ah, je pourrais aussi aller sur TikTok et pas. Et, et puis après, tu finis avec une usine à gaz et t'as pas de vie et tu fais peut-être du chiffre, mais en tout cas, tu fais pas de profit. Or, ce qui compte, bah, pour une entreprise, c'est pas forcément le chiffre qu'elle fait, mais c'est le profit qu'elle réalise à la fin, quoi. Hmm. Très juste. Et j'ai voulu la donner en premier parce que c'est celle qui, moi, des contenus que tu sors en ce moment sur ta chaîne, qui m'a impacté le plus à titre perso. Il y a un deuxième truc,
c'est la gloire ou le profit. Alors, je le prononce peut-être mal, c'est peut-être pas exactement comme ça que tu modélises le truc, mais j'ai vraiment aimé ce framework. Alors, c'est prestige ou profit? Les deux, c'est avec un P. Bon, enfin, gloire, ça marche aussi. Ouais, fondamentalement, vous avez le choix entre maximiser le prestige, donc la reconnaissance sociale, les gens qui font ah, c'est bien. Votre mère qui fait ah ouais, mon fils, il est entrepreneur, machin et tout. Moi, ma mère, elle pense que je suis au chômage, hein, sérieux. Euh, euh, donc la reconnaissance sociale, qu'est-ce que vont penser mes camarades de promotion, pour ceux qui ont fait des grandes écoles et des conneries comme ça, quoi. Ou vous maximisez le profit. Je suis rien à foutre de ce que j'en pense, je suis là pour faire du fric, éthiquement et légalement, mais je suis là pour faire du fric, je suis là pour accumuler du profit. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui prennent le prestige, je crois que le prestige va leur apporter et le prestige et le profit. Genre, je vais travailler chez Goldman Sachs, chez Google, chez machin, etc. Ou dans des grosses boîtes, cabinets ministériels, j'en sais rien. La réalité, c'est qu'à la génération de nos parents, peut-être pas notre génération à nous, les gens qui bossent chez Google et Goldman Sachs, ils gagnent que dalle. À intelligence et travail égal sur Internet, putain, ils imprimeraient des millions et à pas savoir quoi en foutre, quoi. Vraiment, à compétitivité, travail, intelligence égale sur le web, ou sur de la DeFi, ou sur de la tech, etc. Enfin, c'est des trucs un peu intéressants. Ils démontrent tout. Et donc, l'ironie, c'est qu'à la fin, ils finissent sans profit, parce que ça gagne pas beaucoup d'argent. Et surtout, en plus, tous ces boulots-là, c'est dans des endroits ultra taxés, genre New York, Californie, tout ça, quoi. Donc, peu de profit à la sortie. Pour le gros de la cohorte, ok, il y a toujours un mec qui va devenir PDG, mais le gros de la cohorte n'aura rien. Et, in fine, peu de prestige. Parce qu'il reste des putes dans des grosses structures. Et il faut sucer tous les jours pour avoir la promo. Et il faut pépon. Et il faut se faire toute belle, toute mignonne. Et mettre des petites couettes, tu vois. Et dire bonjour, tu vois. Donc, ils finissent sans le profit et sans le prestige. Alors que les gens qui prennent le profit, ils ont déjà... Si en gros, vous rêvez tous les matins pour faire de la thune et que vous avez plus de 80 de QI, vous ferez de la thune. Pas du premier coup, pas le premier mois, vous ferez de la thune. Et la thune, ça apporte le prestige. Le prestige. Dans nos sociétés matérialistes, capitalistes, néolibérales, voilà, c'est t'as de la thune. Tu vois, tu remarqueras dans la presse anglo-saxonne, quand un mec est milliardaire, on met toujours billionnaire avant son nom. Et billionnaire, je sais pas quoi, Donald Trump, ou billionnaire investor, machin schnock, on précise. Tu vois, c'est pas genre, au lieu de mettre ton pronom, bah, tu mets billionnaire, quoi. Tu vois. Mais c'est un truc à faire, c'est énorme de, mettre ça, de lancer ça sur LinkedIn. Tu peux choisir ton pronom là pour des raisons qui me dépassent et que je me. Ouais. Voilà. Mais ça serait pas mal ça. Bah ouais, bref. Donc mon pronom c'est billionnaire, quoi. Bon, c'est complètement con, mais tu vois. Et donc en fait, et pour moi l'exemple que je prends à chaque fois, c'est Xavier Niel. Tu prends Xavier Niel. Xavier Niel, il a commencé dans le Minitel Rose. Le Minitel Rose, c'est un peu, si tu veux, le porn de l'époque. Ou le OnlyFans de l'époque. C'est OnlyFans, c'est clairement OnlyFans. Ouais. C'est peut-être comme quoi c'est un précurseur ce mec. Et toi, il commence là-dedans. Évidemment, tout le monde passionné. Oh, c'est pas bien, c'est pas joli, c'est du sexe. Tu vois, ok. Il accumule de la thune, il crée Free, il crée une offre de box internet, puis une offre de mobile, il défonce tout le monde et il finit milliardaire. Aujourd'hui, avec ses milliards, croyez-moi que le prestige est là aussi. À part Martin Bouygues et qu'il l'aime pas et qu'il traite de Romanichel, le reste du monde lui dit bonjour monsieur et lui tire les pompes. Je préférais quand il était dans le Minitel Rose que dans l'industrie du journalisme et de la presse. Il faisait moins de conneries, je pense. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais non, mais dans la presse, il est juste là pour aller bâtir du réseau, du leverage politique. Il a raison, moi je ferais la même chose. Ah, ouais, c'est. En fait, lui, son job, c'est pas d'améliorer la qualité journalistique des articles du Monde. Son job, c'est d'avoir un leverage politique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de réglementation hostile à ses business. C'est très intelligent, il a raison de faire ça, moi je ferais la même chose. C'est tout à fait louable et pragmatique. Mais le truc de dingue, c'est quand même de partir du Minitel Rose et de se retrouver avec la fille de Bernard Arnault, quand même, qui est juste une famille tradie à l'ancienne, avec des principes bien catho, je crois. Et du coup, au final, la finalité, c'est la même, quoi. Je sais pas comment ça cohabite d'ailleurs, tout ça, mais bon, ça me regarde pas. Hein. Mais ouais, c'est l'exemple parfait. Le profit t'apporte, enfin, la recherche du profit t'apporte en général et le profit et le prestige, avec un petit différé entre le profit et le prestige. Moi, si tu veux, c'est pareil. Hein, je veux dire, au début, quand j'ai commencé à travailler sur Internet, moi j'ai fait 3 mois, enfin, j'ai fait prépa HEC quand j'étais gosse. Après, j'ai fait 3 mois HEC, après, j'ai démissionné d'HEC, mais toute ma promotion se foutait de ma gueule. On va travailler sur Internet, il gagne 10 balles, machin, c'est un loser, machin et tout. On va travailler chez Goldman Sachs et tout. Et ils avaient le droit de se foutre de ma gueule, il n'y a pas de souci. C'était un peu ridicule et bête ce que je faisais. Ouais, c'était ridicule et bêt. Et des fils en aiguille, il s'est fait dévoir du fric, puis beaucoup de fric.
puis après une quantité absolument indécente de fric. Puis aujourd'hui, ils sont là, bah merde, je sors avec une Française qui suce avec les dents, je prends un crédit sur 20 ans pour acheter un appartement éclaté au sol dans un quartier, entre guillemets, qui monte, sauf que ton quartier, il monte, il est dans un pays qui est en chute libre. Une traduction, tu as payé très cher pour avoir la meilleure suite du Titanic, tu es quand même toujours dans le Titanic, et le iceberg, on s'est déjà pris, tu juste pas au courant. Ah oui, ça fait boum et ça raclait. En fait, on coule, tu vois. Le gars est en dépression et perspective professionnelle inexistante, création de sens inexistante, revenus réels et qu'il peut utiliser pour faire des choses, rien. Sa meuf lui casse les couilles pour faire des gosses, qui veut pour foutre dans un bahut privé, peut être encore plus pris par les couilles. Et une fois qu'il a un gosse ou des gosses, ou déjà même une fois qu'il a signé pour avoir un crédit IMO pour prendre son appartement qui monte là, bah, son pouvoir de négociation face à son employeur et face à la vie est tombé à zéro. Bah oui, parce qu'une fois que tu as un crédit, tu peux pas te dire, vas-y, je me Tu t'es créé casse. tes chaînes, ouais, tu t'es Ouais, ouais, enfermé. t'es mort, t'es mort. Bien Ton sûr. pouvoir de négociation est passé à zéro. Et oui, en théorie, tu peux le revendre. Ouais, ouais, en théorie. Frais de notaire, machin, agence, bidule, etc. Non, tu sors pas de ça aussi facilement. Et puis, l'immobilier fait que monter. Ouais, si t'es inculte économiquement, oui, bien sûr, oui, ça fait que monter. Mais si t'es pas inculte et que ton horizon de temps c'est plus de 6 mois, bah, tu comprends que quand tu fais de l'immobilier, tu es un peu obligé que ton horizon de temps soit supérieur à 6 mois, bah, tu comprends que c'est quand même plus complexe que ça. Et donc, au final, bah, ces gens-là, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'amitié et de sympathie, ont des vies qui sont vraiment à chier pour la quasi-totalité. Des meufs qui sont à chier, des appartements qui sont à chier, une qualité de vie qui sont à chier, ils mangent de la merde. Ils se réveillent le matin pour prendre le RER en espérant Ouais. ne pas se faire égorger. Et ben moi, je suis très content pendant ce temps-là. Tu vois. Mais tu vois, moi je suis passé par plusieurs phases, je sais pas toi, parce que j'avais un peu le même truc. Alors moi j'étais pas à HEC, j'étais en école d'ingé, mais c'était exactement la même connerie. Où en fait au départ, bah, j'ai eu un côté revanchard, parce que j'avais besoin de prouver en fait que ces mecs-là avaient tort, donc c'était obligé. Et du coup, j'ai eu ce côté-là. Ensuite, j'ai eu le côté où je m'en suis un peu foutu, et maintenant j'ai un peu de peine pour certains d'entre eux. Mais surtout ceux que tu vois qui cherchent à se faire embaucher sur LinkedIn, tu vois. Ça, bah, du coup, ça me fait un peu de la peine, tu vois. Ça, euh, mais, Ah ouais, mais, euh, mais du coup, est-ce que tu as eu ces phases-là, toi? je sais pas. Non, moi, je suis un peu autiste, en fait, tu vois. Donc, tu vois, pour moi, j'avais forcément raison. Et ils avaient tous tort. Mm. Et donc, j'étais en mode, bah, en fait, vous êtes tous des cons, vous avez rien compris, quoi. Mm. Et aujourd'hui, bah, je pense toujours, quoi. C'est vrai que l'argent me donne raison. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Non, non, en fait, si tu veux, euh, mon groupe de référence, c'est pas eux. Moi, les gens qui m'inspirent, bah, c'est Xavier Niel, c'est des gens comme ça. Mm. Tu vois, ça m'inspire, ça, c'est intéressant. Ou CZ, le gars de Binance, enfin, qui a créé Binance. Ça, c'est passionnant. Ça, tu vois. Et que ces gens-là me regardent comme une merde, ça me blesserait. Et ça me foutrait le seum pour dire, ah, il faut enculer, je vais vous démonter, je vais racheter votre boîte au rabais, quoi. Mais, bon, hein, on se calme, hein, il y a encore un peu de l'est, mais tu vois, qu'en fait, que des gens qui sont dans un système qui n'est pas le mien, en fait, dont je fais pas partie, dont je ne partage pas les valeurs, si tant est qu'on puisse parler de valeurs, que eux, en fait, me méprisent, bah, si tu veux, c'est leur liberté d'opinion. C'est important, la liberté d'opinion. Mais je m'en fous, quoi. Mm. Je m'en fous. Enfin, en fait, c'est pas mon groupe de référence, tu vois. En fait, les mecs, ils vivent leur life, quoi. Tu vois, c'est. Très clair. Pourtant, je m'en tape, quoi. Mais du coup, il y a un de tes principes, un des frameworks aussi que tu donnes, c'est la différence entre l'intelligence et la réussite. Je pense ça fait écho à en fait, c'est pas parce que tu es intelligent que tu vas réussir et les gens qui réussissent sont pas forcément intelligents. Ça fait un peu écho à ça, j'ai l'impression aussi. Il y a un peu ce truc où J'ai dit les ce cartes. truc-là? T'as dit un truc comme ça. Alors, je sais pas si on en a parlé tous les deux. Et du coup, est-ce que tu vois une corrélation entre l'intelligence et la réussite? Si on définit réussite ici en tant qu'accumulation de capital, et réussite donc économique, pas être l'esclave du mois dans la plantation chez Goldman Sachs, tu vois, mais Mm. vraiment un truc intéressant. Euh, Quoique je suis dur avec Goldman Sachs. En vrai, ça reste une boîte qui paye correctement. Pour moi, l'intelligence n'est ni une force ni une faiblesse. C'est un peu une variable qui compte pas vraiment. Tu vois, c'est un peu comme savoir, ouais, est-ce que si tu veux, pour être bon dans le marketing en ligne, il faut être grand ou petit? Ouais. Ouais, on s'en bat Mm. les couilles, non? Ce qui va compter, c'est d'autres critères, quoi. C'est à quel point, à quelle vitesse tu apprends, à quelle vitesse tu exécutes, euh, quelle est ton attitude à la prise de risque calculée, hein, je ne dis pas de faire n'importe quoi. Ça va avoir une différence, tu vois. L'intelligence, c'est comme savoir s'il faut être grand ou petit pour faire du marketing en ligne.
C'était fondamentalement, je sais pas. Il y a des sports pour lesquels c'est important, pour le saut en hauteur. Bon, pour le marketing en ligne et faire de la vente sur Internet, ça compte pas vraiment. Bah, l'intelligence, c'est un peu pareil, quoi. En plus, on pourrait pinailler, c'est quoi l'intelligence? Est-ce que le QI, ça veut dire quelque chose ou pas? J'aime bien qualifier mes haters de bas QI en hyperventilation, mais en fait, le QI, j'y crois même pas vraiment beaucoup, ce truc-là. Bah, en même temps, ils écrivent tellement de conneries dans l'espace commentaire que je suis obligé d'être en mode, bon, les mecs, c'est respiration thoracique. C'est un effro. Ok, très bien, merci de ta contribution. Sinon, ça va? Ça te fait quoi maintenant? Ouais, C'est là, tu te sens mieux, c'est bien? Mais moi, je soupçonne les gens de te soumettre des. À l'époque où j'étais dans les RX, je regardais. C'était un des rares trucs que j'arrivais à regarder. Vu que je regardais pas spécialement Netflix. C'est gentil. Les RX, du coup, un de tes produits, tu pourras peut-être en parler après, parce que je pense. Enfin, moi, j'adore ce produit. Je sais pas si tu le mènes encore, mais Je suis. j'adore. En fait, j'étais persuadé qu'il y avait des mecs qui venaient en mode un peu SM. Et qui venaient pour se faire déboîter. Tu sais, qui voulaient, en gros, que tu les déboîtes. Ils montraient la page de vente, c'est en gros, ok, fais-moi comme les autres, déboîte-moi, tu vois. J'avais un peu ce sentiment-là. Est-ce que tu l'as ressenti ou est-ce que c'est un truc que j'invente? Moi, je ne saurais pas lire les intentions des gens. J'ai très peu de sensibilité. J'ai pas beaucoup d'intelligence sociale, tu es en mode comprendre les gens, machin, quoi. J'ai pas beaucoup d'empathie et tout. Je suis psychopathe. Mais je sais pas, en fait, ce que je faisais, c'est que de temps en temps, je faisais des feedbacks de démolition. Je disais aux gens, montrez-moi vos travaux, et je les démontais. Mais tu sais, à travers moi, c'est la vie qui leur envoie un message. Très important ça. De toute façon, je le dis quand je me comporte comme un enculé et que ma meuf pète un câble, je dis, chérie, à travers moi, elle fait ta gueule. Mais bon, bref, tu vois, c'est la vie qui leur envoie un message. Les mecs, ils font une page de vente complètement à l'envers. Bon, très bien. Donc maintenant, ils vont aller la mettre sur Internet, dépenser 1000 balles en publicité. Au bout de 1000 balles en publicité, ils auront fait 0 vente, ils auront perdu 1000 euros. Bon, 1000 euros, c'est quand même de l'argent. Bah, en fait, il peut m'envoyer la page de vente. Ok, je vais insulter sa mère, tout son arbre généalogique. Mais à la fin, il fera une meilleure page de vente. Et il perdra pas 1000 euros. Tu vas peut-être qu'il mettra une publicité et qu'il sera break-even. Donc il aura récupéré son argent, pourra itérer et s'améliorer. En fait, pour beaucoup de gens sur Internet, perdre 1000 euros, c'est beaucoup. Ils vont acheter un programme, c'est plus ou moins cher. Genre un bon programme, c'est entre 500 euros et 5000 euros, on va dire, pour donner une fourchette large. Si tu veux, les gens, ils vont faire un investissement. Si derrière, en fait, ils mettent 1000 balles en ads et ils perdent ces 1000 balles, bah, ils vont jeter l'éponge. Tu vois? C'est venu, bah non, mais je ne vais pas continuer à acheter du fric par la fenêtre. Donc en fait, mieux vaut qu'il se fasse défoncer. C'est mon point de vue. Récemment, tu as analysé le business d'Oussama sur son Better Call Ous. D'ailleurs, il t'a recité il n'y a pas très longtemps dans Ah, l'interview c'est qu'il a fait gentil. chez Jérémy. Ouais. Et du coup, ce genre de business-là, je sais pas quelle est ta bande passante, le temps que tu as et tout, mais prendre des calls en one-one avec Tougan, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un plan? Est-ce que c'est accessible quelque part? Est-ce que c'est dans les projets? Ouais, ouais, je l'ai fait, hein, ce truc-là. J'ai complètement pompé de manière éhontée le business d'Oussama. Donc Calendly, Stripe. Moi, je suis le Zoom, lui, il est Google Meet. Bon, mais tu vois Il l'idée. faut savoir se différencier, Ah, tu as raison, c'est hyper important. et je crois que lui, il est à 300 balles tout rond. Et moi, je suis un mec malin, j'ai mis 299. J'ai fait des études. Euh, je l'ai fait, ce business. C'est super intéressant. En gros, tu factures 300 balles la demi-heure. Le seul souci, c'est que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, et j'ai pas beaucoup de temps. Euh, et donc, j'ai beaucoup aimé. J'avais essayé de me dire, ok, vas-y, je sanctuarise une journée par semaine. Ce qui est cool, c'est que tu rencontres plein de mecs intelligents, en fait, comme ça. Tu vois plein de business super intéressants, plein de mecs super smart. Il y en a super smart. Et donc, je l'ai fait, mais le problème, c'est que ça prend beaucoup d'énergie, qu'en ce moment, ouais, je suis très très pris, quoi. Et qu'en fait, pour moi, c'est pas rentable économiquement à court terme. C'est rentable économiquement à long terme, parce que je vais rencontrer des gens, Hmm. discuter, sympathiser. Mais à court terme, en fait, je gagnerai beaucoup plus de fric à juste gérer mes business. Donc, je suis en train de voir, est-ce que je veux réintroduire l'offre? Si oui, quand, comment, quel quota allouer, etc. Donc, ouais, c'est un peu. Mais ouais, ce que fait Oussama, c'était très smart. C'est une belle offre. Et lui, ouais, il a trouvé un super équilibre avec ça. Et comme Oussama, c'est vraiment le mec, je pense, qui est très très fort pour connecter des idées avec des gens, des idées avec des idées, des gens avec des gens, et qui arrive à faire qui arrive à voir en fait des choses que les gens ne voient pas en fait. Je pense que son génie est là, et donc en fait, en gros, passer 30 minutes avec le mec et pouvoir être exposé à ça, c'est
à mon avis, et pour lui, ça va être super stimulant, et pour le client, ça va être dingue, quoi. Donc, ouais, c'est très intéressant. Et puis, c'est super simple. C'est 4 L, quoi. Low cost, low tech, low human, la complexité. Donc, ouais, c'est pas mal. Bon, en attendant que ce produit, je sais pas qu'on appelle ça, ces consultations ressortent là, qu'est-ce qu'on peut acheter chez toi? Où est-ce qu'on peut suivre ton boulot? Tu peux tout acheter chez moi. Tout est à vendre. Le mieux, c'est de me suivre sur YouTube. Sur YouTube, je suis un peu en quête d'amour. J'arrive pas à faire croître ma chaîne. Et sinon, YouTube, j'ai pas mal de contenu. Il faut aller dans la section en direct ou live. Il y a plein de lives de plusieurs heures qu'on voit pas forcément quand on arrive sur la page, sur la page vidéo. Donc là, c'est cool. Et après, moi, j'ai un programme qui s'appelle les RX pour revenus exponentiels que j'ai depuis, je sais pas si c'est 2019 ou 2020, mais ça remonte un peu, où en fait, j'enseigne ce qui marche. Donc, avant, c'était du copywriting. Maintenant, je vais m'approcher plus de tout ce qui est no-code, IA, Web3. Je continue à faire du marketing Web2 et du copywriting et des funnels, etc. Mais, enfin, ou du marketing en ligne. Mais je suis en train d'attribuer entre guillemets, des heures et du volume aux nouveaux sujets. Et donc, tu payes 49 balles. Le prix va bientôt augmenter. Rareté, scarcity, achète. Et tu as accès à des années de replay et de contenu. Et évidemment, tous les mois, ce qui se fait de mieux. C'est ce qu'on fait, quoi. Ça s'appelle les RX. Et puis en plus, avec ça, il y a une communauté. On s'appelle les fils de putenet, parce qu'on a des fils de pute, certes, mais on a quand même un code. Donc c'est les fils de putenet, FDPH. Si jamais vous voyez passer FDPH, vous saurez pourquoi. Et donc on est là, on se regroupe, on discute, on fait des choses. De temps en temps, je recrute des gens là-dedans pour faire des trucs. J'ai monté des business avec des mecs, des RX. J'ai fait des projets crypto, j'ai fait des projets Web2, des projets software avec des mecs des RX, donc super intéressant. Donc ouais, c'est On ça, quoi, c'est les RX. C'est le fameux programme dont je parlais tout à l'heure, dont j'étais client, et il y a de fortes probabilités que j'y revienne parce que j'avais vraiment bien aimé, c'était vraiment un kiff. Et du coup, avec tout ça, tu sais, c'est un peu la question à tarte à la crème, mais je pense que tu sais, en fin de podcast, c'est quoi la suite? On peut te souhaiter quoi, tu vois? Parce que c'est vrai que tu as plein de projets, tu es assez obscur, mais dans les choses que tu veux bien nous raconter, obscur dans le sens où il y a plein de trucs que tu nous dis pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut te souhaiter? Si tu veux, pour moi, le monde, la trajectoire du monde, c'est on va vers le film Elysium. Ah, j'ai pas vu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais vraiment la story en 30 secondes sans spoiler. On est en 2000, je sais pas, 30, 40, on s'en fout. Et le monde est divisé en deux humanités. Les riches vivent dans une station orbitale autour de la Terre, où ils sont immortels, ils jouent au golf, petit four, machin, tout le monde est beau, tout le monde est heureux. The best life, tu vois. Et après, les pauvres, ils sont sur Terre. Et la Terre, c'est devenu une favela gigantesque, en ruine, poussiéreuse, tempête de sable, où tout le monde se fout sur la gueule toute la journée. Et les mecs d'en haut, pour calmer les mecs d'en bas, ils mettent des espèces de robots de Boston Dynamics, genre avec des matraques et des fusils à pompe, pour calmer tout le monde, quoi. Et ce qui est très intéressant dans ce monde-là, c'est qu'il n'y a pas de circulation entre ces deux humanités. C'est que le mec riche, il sera jamais pauvre. Il ira jamais sur Terre, il n'y a pas que ça à foutre. Ok, pour faire un safari ou pour gérer des esclaves, mais pas plus. Pour se créer des Et sensations. le mec d'en bas, il pourra jamais monter en haut. Parce qu'en fait, il y a un système de défense aérienne. Dès qu'il monte, boum, il se fait allumer, en fait. Et en fait, il n'y a plus d'ascenseur social. Aujourd'hui, on peut naître très pauvre, en France ou ailleurs, et finir très riche. Et même extrêmement rapidement, en fait. Parce que avec Internet, les revenus dits exponentiels, c'est qu'on vit dans une ère qui est exponentielle. Il y a des mecs qui passent de zéro à multimillionnaire, surtout en quelques mois, en fait. C'est pas une promesse de gain ce que je vous fais. Donc, en fait, c'est possible aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile. Et là, on va vers une humanité où finalement la masse, on va la pucer. On va lui mettre un QR code sur la gueule. On va la géolocaliser en temps réel. On va lui mettre un crédit social chinois. Un quota de carbone. Donc en fait, il aura le droit à manger une fois du bœuf par mois. Et s'il remplit trop son plein, il sera privé de viande, quoi. Donc pour les gens dits pauvres, ça va être très dur, et les gens riches, ça va être très cool. Et c'est déjà très cool. Genre le Covid a montré ça. Genre, le Covid, la guerre en Ukraine a montré ça. Genre, les Ukrainiens riches, même les Russes riches, ils sont pas en train de mourir à la guerre. Genre, les meufs bonnes, les mecs riches, ils sont à Dubaï, ils sont je sais pas trop où, là, à Courchevel, machin, tout. Mais la vie, elle est belle pour eux. Quand tu vois les vidéos sur Internet qui passent, des mecs qui crèvent dans des putains de tranchées, dans des conditions ultra violentes et tout machin, comme de la merde, et les mecs qui sont là à Courchevel en mode ouais, des bouteilles de champagne et tout.
bah, tu vois, c'est un peu Elysium, quoi. Et le mec pauvre, il ne deviendra pas riche, le mec riche, il ne deviendra pas pauvre, parce qu'il y a tellement de thunes que même s'il achète plein de bouteilles de champagne, il ne deviendra pas pauvre. Le Covid, je dirais, toutes les règles de restriction de liberté, voire de trucs un peu expérimentaux qu'ils ont pu faire, ça ne concernait pas les riches. Les riches, les puissants, les connectés, eux, ils se promenaient en jet, ils se baladaient, ils portaient pas de masque, QR code, on leur demandait pas. Quand vous prenez un jet, on ne demande pas le QR code, hein. J'ai vérifié pendant le Covid, je vous assure, vous prenez un jet, on ne vous demande pas, oui, votre QR code, ta gueule. Oui, oui, excusez-moi, monsieur, bien sûr. Tu vois, enfin, c'est donc le monde d'Elysium, en fait, on y va, mais à marche forcée, quoi. Ça, c'est pas science-fiction, dans machin, quoi. On est déjà un peu dedans. Moi, je vis à Dubaï. Ouais, Dubaï, c'est Elysium, c'est meilleur service, meilleure santé, genre le moindre truc médical, tu as accès aux meilleurs médecins de la Terre dans l'après-midi. Ok, maximum 2 jours d'attente si le mec c'est vraiment vraiment une star. C'est super cher, hein. Mais alors en France, putain, tu mets 6 mois, tu vas à l'hôpital, tu fais la queue avec la moitié du tiers-monde qui est là en mode, en boubou et en truc et en machin, parce qu'ils ont mal à la tête et tout, que les pompiers les ont amenés. C'est con, mais c'est ça, je dirais, là. T'arrives, on dit bah non, vous n'avez pas un bras coupé, donc non, il faut voir votre généraliste. Ouais, enfin là, je pisse le sang, quoi. J'ai une artère qui gicle partout du sang. Ouais, allez voir votre généraliste. Mais ça fait 6 ans, enfin, ça fait 6 heures que ça gicle et que le mur il est plein de sang. Oui, mais là on est pris. Allez voir votre généraliste. Ou voulez-vous un paracétamol, tu vois. Mais c'est ça, tu vois, la réalité. Et j'incrimine pas les immigrés qui sont en France et qui essaient de maximiser leurs chances pour Ouais, essayer non, d'avoir une vie moins pourrie, hein. Je c'est suis pas là pas eux, pour leur jeter la c'est pas pierre. eux qu'on en veut, hein, dans tous les cas. Ouais, ouais, ouais. À leur place, je ferais exactement la même chose, hein, vraiment. 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a quelques bourrins qui comprennent pas ça sur ma chaîne, parce que j'ai fait venir des mecs qui ont des idées, qui ont des idées assez tranchées là-dessus et qui n'ont pas compris le Ah, c'est sujet. vrai, En fait, ouais. le sujet, c'est on n'en veut pas ces gens-là. Ils ont tout à fait raison. Enfin, on est beaucoup à avoir été immigrés d'ailleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas Ouais, de problème. ouais, ouais. Bah, moi aujourd'hui, je suis un immigré, hein, ici. Je suis un métèque, hein. Donc voilà, tu vois. Mais en tout cas, voilà, c'est qu'on a cette espèce de disparité entre des gens qui vont avoir une liberté, des services, une vie incroyable, une espérance de vie qui est très supérieure, très supérieure. L'espérance de vie baisse, hein. Je dirais l'Américain blanc, je dirais, enfin, le redneck blanc américain, son espérance Ouais. de vie est en chute libre, hein. Le Britannique blanc est en chute libre. Pourquoi je prends le blanc pour le Britannique? Parce qu'il y a beaucoup plus de recul. Parce qu'en fait, avant, en Grande-Bretagne, il y avait moins de gens de couleur. Et aux États-Unis, il faut des statistiques ethniques, en fait. Et donc, d'une Ouais, donc ethnie à c'est l'autre, légal. enfin, ou d'un groupe ethnique à l'autre, il y a des statistiques différentes. Et en fait, le groupe dont l'espérance de vie baisse le plus rapidement aujourd'hui, ce sont les mâles blancs, par exemple. Tu vois, par exemple. Enfin, redneck, tu vois, pauvres, quoi. Hmm. Donc, si tu veux, ouais, En fait, on y est déjà. Redneck, c'est les Eminem, en fait, si vous voulez, des États-Unis, quoi. C'est le 8 Ouais, Mile. c'est ça, c'est genre le petit blanc un peu perdu dans sa banlieue pourrie ou dans son bled au milieu de nulle part, tu vois, au milieu de l'Arkansas ou je sais pas trop où, quoi. Et donc voilà, en fait, il y a ce monde qui est en train d'apparaître sous nos yeux, qui est un monde qui est pas bien, que moi je trouve pas positif, tu vois. Je parle beaucoup d'Elysium et les gens croient que je suis pour, moi je suis contre, hein. Moi je suis pour la démocratie et des principes d'égalité et des trucs comme ça, quoi. Mais bon, ce monde est en train de prendre forme et le ticket pour être du côté des riches, il se compte en centaines de millions, pas en millions, pas 10 M. Hmm. On est plutôt sur, allez, au-delà, on va dire entre 50 et 100 M, tu commences à pouvoir interagir. À te promener en jet, machin, à échapper aux règles, le pays fait chier, tu t'en fous, tu as des appartements dans le monde entier, où tu vas te foutre dans un hôtel 5 étoiles où on t'emmerde pas, c'est bon, la guerre elle est finie, ok, je reviens, je vais acheter des appartements et des immeubles qui ont été défoncés et je vais les retaper, c'est pas grave, la guerre, ce sera du business pour moi. Voilà, et on tend vers cette espèce de société extrême en fait, et donc bah ouais, si vous me souhaitez du bien, bah souhaitez-moi de finir sur Elysium, et je vous souhaite également de faire le boulot là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, pas d'attendre demain, pas ouais, je peux pas, là j'ai Quidditch, machin, non, non, c'est là, maintenant, tout de suite, apprendre des compétences, utiliser ces compétences, faire du pognon, itérer, prendre des risques calculés, allouer du temps et de la ressource mentale à ça. La plus grosse faute que vous puissiez faire vis-à-vis de votre descendance, c'est de ne pas gagner d'argent. C'est très con, mais c'est très con, très froid, très pas joli, pas gentil. Mais c'est la gueule du monde aujourd'hui. Peut-être que le monde redeviendra un peu plus sain, on l'espère tous. Mais franchement, c'est pas la trajectoire. Donc, finalement, faites du bif. Et juste pour terminer, pour conclure là-dessus, j'avais assisté il y a assez longtemps à une conférence sur les biotechnologies. C'est un truc vraiment où il y avait des médecins, des chercheurs, des machins qui parlaient des nouvelles techno, des trucs pas possibles qui existaient. Et l'audience était plutôt jeune, c'était plutôt des gens qui étaient dans la vingtaine dans l'audience. Et il y a un mec à la fin qui demande au gars qui est chercheur et une putain de pointure mondiale, qu'est-ce que vous recommandez à quelqu'un de mon âge
pour vivre jusqu'à 120 ans ou plus. C'est quoi, enfin en termes de longévité, c'est quoi le truc que vous me conseillez? Traduction, c'est quoi? C'est sport, complément alimentaire, sommeil. Et le mec lui a répondu, faites de l'argent, beaucoup d'argent. Voilà. Médecin, hein. C'est pas un capitaliste, hein, c'est un médecin. Il fait de l'argent, beaucoup d'argent. C'est ouais, Voilà, c'est un peu c'est la gueule du monde. Mais aujourd'hui, le game est encore ouvert. Le game est encore ouvert. Ça va pas durer 10 piges, mais le game est ouvert. Et donc n'importe qui aujourd'hui peut atteindre des résultats absolument incroyables, même s'ils sont grands ou petits, ou cons, ou intelligents, etc. Je partage à 1000% une fois de plus. J'arrête de le dire maintenant parce qu'on dirait un débile qui fait que dire oui, mais je partage, je bois tes paroles. Donc non, mais en tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'adore nos échanges. On en a pas souvent, mais quand on en a, ils ont un vrai impact pour moi. Donc je suis vraiment très content. Ça me fait très, très plaisir aussi. Et bien, écoute, je souhaite à tout le monde du coup de rejoindre le bon côté de voilà, de rejoindre le bon côté des deux. Et on va mettre les liens vers tes produits évidemment. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez suivre Tougan sur YouTube, c'est important et on apprend des choses, on rigole et on se fait mindfuck bien comme il faut. On a plein d'idées qui changent. Enfin moi, tu m'as beaucoup aidé dans mon évolution. Donc merci pour ça et puis je souhaite à tout le monde une bonne journée. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ces mots très sympas. Super, à bientôt, ciao. À bientôt, ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.